Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour un update lecture parce que ces derniers temps, j'ai pas été très assidue dans mes lectures, fait que j'en avais pas assez à vous présenter. Là, j'ai à peu près 5 à 7 livres à vous montrer aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on entre dedans. Donc, les deux premiers que je vais vous montrer, qui sont dans le fond... ceux qui font qu'il y a 7 livres. Je ne vais pas vous en parler en long et en large parce que je vous les ai déjà présentés dans la vidéo précédente où je vous parlais de textes courts et estivales qu'on pourrait lire. Donc, il s'agit de Milk and Honey de Rupi Kaur, qui est une auteure canadienne, et de Weird Things Customers Say in Bookshops de Jen Campbell, qui est anglaise. Et bref, juste pour vous les résumer, ces deux coups de cœur, ceci va vous faire désespérer sur la race humaine et sa connaissance par rapport au monde du livre et de la librairie. Et ceci va vous réconcilier avec la race humaine par rapport à l'amour, à la confiance en soi et à la guérison quand on a bobo au cœur. Donc voilà, ça c'est un livre de poésie et ça c'est un recueil de petits textes, de petites anecdotes par rapport à des événements cocasses ou désespérants qui se passent dans les librairies entre un libraire et le client. Donc voilà rapidement pour ces deux lectures-là. Je vous encourage fortement, si vous voulez en savoir plus, d'aller voir la vidéo que je vais mettre en barre d'informations. Ensuite de ça, je suis allée magasiner des livres au courant du mois dernier. Donc, vous allez avoir, disons, des premiers coups d'œil dans cette vidéo-ci. J'ai des belles trouvailles là-dedans et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Fait qu'on va commencer avec... je pense que c'est le plus récent que j'ai terminé. Donc, il s'agit de Virginia Woolf, 4 lettres cachées, publié par Christian Bourgeois éditeur. Donc, ça, j'ai acheté à Librairie Monet, qui est ma librairie favorite à Montréal. C'est vraiment un coup de cœur et un rêve pour moi, peut-être d'un jour d'aller travailler là-bas. Et puis, je suis tombée sur cet ouvrage-là par hasard. En fait, je me cherchais un des titres de Virginia Woolf et je suis tombée là-dessus à la place. Et je me suis dit que ça serait un bon moyen de la réapprivoiser parce que j'ai déjà essayé de lire Orlando, mais je ne l'ai pas terminé parce que je me suis rendu compte que je ne comprenais pas tout à partir de la moitié du roman que je lisais, mais que tout m'échappait. Et puis, c'était vraiment intéressant parce que le concept de ces 4 lettres cachées, c'est que, en fait, une étudiante qui étudie, je ne sais pas dans quel domaine exactement, mais en littérature, une étudiante est allée mettre en ordre des archives de Virginia dans sa maison et en regardant un peu le bureau, en ouvrant les tiroirs et tout ça pour compiler les archives, elle a découvert 4 lettres qu'on n'avait jamais trouvées, donc des nouvelles lettres. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a la version originale des lettres écrites en anglais et on a aussi la traduction en français de ces lettres-là et leur pertinence aussi à montrer au public est expliquée dans la préface ou la postface de l'ouvrage. C'est vraiment pour moi en plus une première entrée dans le monde de la correspondance et j'ai été très satisfaite. Je ne vais pas dire que j'ai une panne de lecture, mais j'ai eu un besoin de retourner vers des lectures que je connaissais déjà, disons de retourner dans ma zone de confort. Eh bien, je me suis lancée dans le premier tome d'Harry Potter en anglais parce que je les ai jamais lus en anglais. J'ai lu toute la série en français et là, ben voilà, je suis en train de les recollectionner et j'ai trouvé cette merveilleuse édition il y a quelques mois. Donc là, je l'ai lu, je l'ai dévoré et ce que j'ai le plus apprécié de lire Harry Potter en anglais dans sa version originale, c'est de découvrir comment Hagrid parle, comment c'est transmis son accent, son parler à l'écrit. On essaie de lui donner, disons, un accent de quelqu'un qui n'a pas fini son éducation, qui parle un petit peu broche à foin. Et puis, en fait, je trouvais que c'était vraiment joli de l'entendre parler. C'était vraiment agréable et chaleureux parce que ça a un peu un accent écossais, je dirais. Et ensuite, j'ai pu enfin découvrir le style de J.K. Rowling dans sa langue natale, comment elle l'a mis d'abord. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui, pour moi, me donne l'impression que quand on entre dans le monde d'Harry Potter, on voit vraiment le livre comme un tout, comme un univers entier, parce qu'on voit plusieurs personnages à la fois et constamment. Ben, c'est sa manière de décrire, dans le fond. À chaque scène où, disons, Harry est mis en valeur ou Hermione et Ron sont mis en valeur, dans leur action principale, elle va toujours insérer par-ci, par-là, juste 2 petites phrases ou une réplique d'un autre personnage qui passe par là, qui s'adresse à Harry. Juste une petite phrase comme ça. Donc, tu as tout le temps l'impression d'être entouré de plein de personnages en même temps, de voir tout ce qui se passe en même temps, pas juste de suivre 3 personnages, puis de juste
les voir les trois tout le temps. Ben voilà, c'est sa manière de décrire, en tout cas un des éléments de sa manière d'écrire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et maintenant pour mon avant-dernière lecture de ces temps-ci, quoi, que j'ai terminé. Il s'agit d'une réception de Michel Lafon, donc Seulement si tu en as envie, de Bruno Combe, qui était précédemment ingénieur, voilà, ingénieur et qui s'est mis à l'écriture. Il a autopublié ce roman-ci qui a eu tellement de succès que finalement Michel Lafon lui a proposé pardon, de le rééditer et de le publier sous le nom de Michel. Sous le nom, sous l'effigie de la Maison des Sons. Vous comprenez ce que je voulais dire. J'ai décidé de sélectionner ce roman-là, de demander à Michel Lafon de me l'envoyer parce que c'est une histoire d'amour. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu d'histoire d'amour. Fait que là, je me suis dit, je vais me lancer là-dessus. Il y a des bons commentaires, alors pourquoi pas. C'est écrit très gros aussi, donc c'est facile de passer à travers assez rapidement. Pas que ce soit mon but de lire rapidement, même que j'exècre la lecture rapide. L'histoire, c'est celle de la vie très concrète. On décrit ça de manière très concrète, quotidienne. C'est quasiment comme si je pouvais pas m'évader de la réalité en lisant un livre. C'est comme la réalité me ressaute en pleine face en lisant un livre. Alors c'est la vie d'une avocate qui est mariée à son mari, également avocat. Ils tiennent un cabinet d'avocats ensemble et qui ont 2 beaux enfants. Et voilà, là, la jeune femme arrive à l'aube de la cinquantaine et c'est peut-être pas nécessairement à cause de la cinquantaine, mais là, elle se sent en manque. Elle a un vide en elle. Elle trouve que son mari est pas assez affectueux. C'est comme niveau amour dans sa vie, ça va très mal. Puis là, elle commence à se poser des questions. Et là, en plus de ça, là, il y a son amour de jeunesse qui, un jour, la contacte. Lui, il est évidemment libraire. Il mène une vie un petit peu intéressante, mystérieuse, idyllique. L'histoire d'amour qui va se produire, c'est pas un punch, entre l'amour de jeunesse et le personnage principal qui s'appelle Camille, est très idyllique. Dans le sens où, avec l'écriture et le style très fleuri et cinématographique de l'auteur, dans le sens où on voit qu'est-ce qu'on lit, ben ça crée un immense contraste avec la vie prosaïque et quotidienne de Camille avec ses enfants et son mari. Alors ce clash-là, je pense que c'est ça qui crée cette impression que l'histoire d'amour avec Stéphane, le bouquiniste, est si belle, si jolie, parce que justement, elle est tellement différente de la vie prosaïque qui devient lourde et des fois difficile à lire. La seule chose qui a fait pour moi que ce livre-là n'est pas un coup de cœur et que j'ai pas accroché tant que ça, c'est que, dans le fond, le schéma de l'histoire, je le connais. J'ai déjà lu des histoires d'amour comme ça avant, puis, dans le fond, je devinais tout le temps qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Donc, je dirais que ça, c'est un excellent livre pour ceux qui aimeraient rentrer dans ce style, de ce genre romanesque de l'histoire d'amour, de l'amour d'enfance qu'on retrouve, qui est assez, qui donne à rêver, quoi. Par rapport au personnage maintenant, et plus particulièrement à celui de Camille, au début, on va la découvrir assez négative et même des fois géniarde, et terrassée et écrasée par la vie prosaïque et en ce moment un peu triste qu'elle mène. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle ne changeait pas complètement. Il y avait quand même cet attachement qu'il gardait à maintenir sa vie de famille ensemble, de rester avec ses enfants, qui faisait que le personnage ne changeait pas du tout au tout à celui qui fait ces trucs comme ça, très platement, à l'être qui rêve de fleurs et de caramel et de dunes de sable. Okay? Donc ça, j'ai bien aimé. Ça rendait le personnage de Camille plus réaliste. Ce que j'ai moins aimé de son personnage à elle, ou disons de la relation entre Stéphane et Camille, c'est que Camille est un peu un bébé gâté, une princesse, et Stéphane s'accroupit, s'agenouille devant elle, devant tous ses désirs. De toute façon, je veux dire, si elle prend une décision, elle apprend de la respecter, ça je suis tout à fait d'accord, mais je m'attendais à ce que Stéphane soit un peu fâché, qu'il veuille la confronter, mais il n'y a rien de ça, et j'aurais aimé que son personnage, qu'il se tienne un peu pour lui-même, quoi. Bref, je vais m'arrêter là. Alors, Seulement si tu en as envie, c'est vraiment une histoire d'amour idyllique, si on veut sortir de cette vie prosaïque qu'on ressent tous les jours, et vraiment lire une histoire d'amour qui va juste nous rassurer que la magie peut encore exister, ben je vous conseille d'aller lire ce roman-là, et surtout, je conseille à ceux qui ont jamais encore lu de roman d'amour. Je suis vraiment contente d'avoir lu de nouveau une histoire d'amour du genre, juste pour savoir maintenant où j'en suis dans mon opinion par rapport
à ce genre romanesque. La toute dernière lecture que j'ai à vous présenter, c'est un grand classique de la BD, des comic books, et j'en ai entendu parler, on m'a rabâché les oreilles avec ça pendant genre les 2 dernières années. Donc il s'agit, suspense, de Neil Gaiman, ça c'est l'auteur, qui a écrit Sandman. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sandman de Neil Gaiman, ou même Neil Gaiman lui-même, c'est un écrivain américain qui a écrit la fameuse histoire Coraline, donc Coraline, pour le film qui a été produit par la suite. Il a écrit aussi Stardust, qui a aussi été mis en film plus tard. C'est l'histoire d'une étoile qui tombe sur Terre, puis ça devient une fille habillée en blanc, comme le symbole de l'étoile. Bref, super histoire, j'ai adoré voir le film. Il a écrit American Gods, il a écrit plein de livres géniaux que j'ai pas lus parce que ça, c'est ma première entrée dans le monde de Neil Gaiman, mais c'est vraiment un grand auteur, il faut le connaître et il faut le lire parce que ses messages, ses histoires, c'est juste génial, merveilleux. Et là, ben, je confirme mon amour, moi aussi, pour Sandman, qui n'est peut-être pas en partenariat avec Marvel, mais je pense que c'est une commande de Marvel parce que dans l'histoire, qui est toute particulière, on a des fois des mentions de certains héros de Marvel, mais c'est vraiment pas une grande partie de l'intrigue, je m'en vais dire du roman, mais de l'intrigue. Alors voilà, alors ça se présente comme ça à l'intérieur, ok? C'est une imagerie assez sombre, d'où mon inquiétude parce que, pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne tiens pas les films d'horreur, je peux pas en regarder. Puis ça, j'avais peur d'être comme stressée, d'être inquiète, d'avoir le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Mais finalement, c'est vraiment chouette. En fait, tu sais, ça fait bien écho à l'atmosphère de l'histoire. Voici Neil Gaiman. Voilà, j'espère que vous voyez bien. L'histoire, c'est celle de Sandman, qui est un dieu parmi plusieurs dieux. Le paradis et l'enfer existent. Alors Sandman, c'est le dieu des rêves. Point. Il n'y avait pas de suite. C'est le dieu des rêves. Alors, il y a plusieurs objets avec lui, 3 objets qui lui permettent d'avoir toute sa puissance. Et c'est même lui qui permet à l'enfer et au paradis d'exister parce qu'il donne ses rêves, cette croyance-là aux gens que le paradis et l'enfer existent. Donc, c'est pas le Dieu tout-puissant, mais il est pas mal badass. Et puis, malheureusement, un jour, l'histoire commence comme ça. Il y a un humain sur Terre qui sait qu'il y a des dieux à quelque part. En fait, il voulait capturer la mort, mais il n'a pas réussi à l'avoir. Il y a eu Sandman à la place. Il va se servir de son pouvoir quand même. Sandman, un jour, il va réussir à se libérer. Puis là, ça va être l'histoire de comment il va faire pour retrouver ces objets qui lui permettent d'être, de fonctionner proprement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu d'autres histoires où on parle de Dieu des rêves et de la mort, où on voit Lucifer, qui, pour une fois, n'est pas représenté en une espèce de dragon rouge, mais en un ange habillé de blanc avec des ailes noires parce que Lucifer, il descend du paradis. Fait qu'il est blond, Lucifer, dans ce tombe-là et sûrement dans le restant des tombes. Il est blond, il a une robe blanche, c'est juste ses ailes qui sont noires puis il ressemble à un humain. Puis je trouve ça génial parce que dans ma tête, logiquement, ben Lucifer, voilà, c'est pas un dragon rouge, c'est un ange avec l'apparence d'un ange, mais qui a viré pas bien, quoi. Fou. Donc voilà, je trouve que l'intrigue est vraiment unique, ce qui en fait selon moi en partie un classique. Le message, les dialogues sont vraiment bien faits. Neil Gaiman écrit les dialogues et il y a 3 autres dudes qui participent à la réalisation de ceci. Donc il y a quelqu'un qui fait les lettres, puis il y en a d'autres qui font les dessins. Voilà, fait que c'est vraiment une collaboration, mais c'est Neil Gaiman qui a tout écrit, qui a tout pensé à l'histoire. C'est génial. Vous aurez compris que c'est un coup de cœur et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelques-unes des lectures que je vous aurai présentées qui auront piqué votre curiosité et j'avais quelque chose à vous annoncer. J'ai complètement oublié. J'étais vraiment en plus excitée de vous en parler. Bref, je vous annonce ça là tout de suite. Je vous avais dit que je penserais à un projet, à quelque chose à faire pour fêter les 2 ans de la chaîne. C'est un projet d'écriture et de collaboration entre vous et moi. Hein, parce que YouTube et Booktube, plus précisément, c'est le principe, c'est d'échanger sur la lecture, sur l'écriture aussi, comme
faut comme écrire le texte pour le lire après. Et voilà, j'ai décidé de combiner les deux, comme j'aime beaucoup écrire et que j'aime partager avec vous. Je me suis dit qu'en barre de commentaires, en dessous de cette vidéo précisément, vous pourriez m'écrire des mots. Ça peut être aussi loufoque que vous voulez, là, juste des mots que vous aimez, auxquels vous pensez, que je vais sélectionner et que je vais prendre dans le fond pour écrire des petits textes de comme 250 mots ou peut-être quelques vers de poèmes pour vous les rendre par la suite. Dans le fond, je vais me servir de vos mots pour créer quelque chose que je vais vous remettre par la suite. Je pense que je vais le poster sur mon blog. Pour chaque texte que je vais faire, je vais en faire 4 que je vais donner à chaque semaine. Donc, le projet va durer 1 mois et à chaque semaine, vous allez avoir une création à partir de vos mots. Chaque texte va contenir 3 de vos mots que je vais avoir pris au hasard. C'est-à-dire que je ne vais pas faire exprès de prendre des mots qui se ressemblent pour me faciliter la tâche et faire un texte. Je vais faire ça vraiment au hasard, inquiétez-vous pas. Faites-moi confiance, là, je vais pas tricher. Et puis voilà, si votre mot n'est pas pris, c'est pas parce que je l'aime pas ou quoi, c'est juste que j'espère qu'il va y avoir tellement de mots que je pourrai pas tous les prendre. Donc voilà, j'espère que l'idée vous intéresse. Moi, je suis très excitée de vous produire ces petites créations-là. Il va en avoir 4. Et puis, ça fait beaucoup de bruit, hein? Puis j'espère que ça va vous plaire. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, bonne journée pour vrai. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!